pesanteur. Ils frappent l'imagination par leurs proportions démesurées. Ils sont parmi les premières architectures construites par des sociétés humaines. Ces longues files de menhirs ont fait la réputation de Karnak, haut lieu de la préhistoire européenne. À Karnak, la multitude de stèles procure une impression si étrange qu'elle continue de questionner les archéologues. Donc je vous propose une petite vidéo critique de ce documentaire qui est passé sur France 5 la semaine dernière. Donc c'est 1 heure et demie de film pour apprendre finalement peu de choses. La seule information que j'ai trouvée intéressante concerne les haches en fibrolite et en jadéite qui ont parcouru des centaines voire des milliers de kilomètres pour arriver jusqu'en Bretagne. Ça c'est une information qui était déjà connue, mais pas du grand public, qui ne savait pas qu'on pouvait faire des déplacements sur d'aussi longues distances à cette époque-là, il y a 7000 ans. Voilà, c'est la seule information que j'ai trouvée intéressante à présenter au public, avec également une qualité de finition incroyable de ces haches en jadéite et en fibrolite. Sinon, le reste du film, eh bien, ça sonne creux. Globalement, 1 heure et demie de film pour nous expliquer que les tumulus et dolmens sont des tombeaux, que dessus on a gravé des embarcations et des cachalots, et puis nous expliquer comment on déplace les pierres et comment on fait pour façonner des petits dessins sur les pierres. Tout cela en fait s'avère secondaire. C'est un peu comme si on étudiait un livre, en étudiant non pas le contenu, mais l'épaisseur des pages, le type de police d'écriture, la qualité de l'encre, etc. Sans jamais s'intéresser au réel contenu du livre. C'est comme ça qu'est traité justement l'ensemble des monuments de Karnak. Et dans ce film, la notion d'astronomie est totalement boycottée. Alors je ne vous parle même pas de l'idée que ces monuments ont pu être implantés les uns par rapport aux autres avec une stratégie d'implantation, avec un plan réalisé par des arpenteurs. Tout ça est totalement boycotté. Donc c'est un film où il y a également, c'est ce que je vais montrer, quelques mensonges, des interprétations fausses, bidons on peut le dire, et puis parfois même des explications qu'on nous présente alors qu'ils affirment dans le film qu'ils n'ont d'ailleurs rien retrouvé permettant de le confirmer. Donc vous comprenez bien que c'est un film plutôt décevant. Allez, c'est parti. On est toujours surpris par l'exécuté du caveau central du tumulus Saint-Michel. 5 mètres carrés, à peine 1 mètre de hauteur, le tout protégé par 35 000 mètres cubes de matériaux qui ont probablement nécessité 300 000 heures de travail. Voilà, c'est là qu'on comprend mieux le gigantisme du projet architectural. En 1864, les techniques de fouille n'existent pas encore. Pour autant, la relation qui nous est faite de cette première exploration du caveau central du tumulus Saint-Michel est extrêmement précise. Les archéologues donc découvrent au centre du caveau le corps d'un seul individu, allongé. Les objets qui constituent ce viatique extraordinaire ne sont pas directement au contact du corps. Ils sont disposés autour et à distance du corps, dans une forme de mise en scène, puisque certaines des lames de hache sont plantées tranchant vers le ciel. On a l'impression qu'il ne s'agit pas d'une parure individuelle, mais bien d'un trésor que l'on a déposé dans le cadre d'un système de pensée qui nous échappe très largement, malheureusement. Est-ce que vraiment c'était tel que décrit ici par Monsieur Chagnaud, avec un corps allongé comme ça, avec les objets, les trésors disposés autour de lui? Est-ce que vraiment c'était comme ça? Il parle d'un document de 1862, ultra précis, etc. Il se trouve que ce document, on l'a. Il a été publié notamment dans le livre de Howard, Mégalithe, que je vous recommande. Et donc, à la page 219, il y a ce document, et on peut y lire un certain nombre de choses, et notamment sur ce qu'ils ont découvert lorsqu'ils sont rentrés enfin dans cette pièce.
Ils ont dit que le petit caveau était bourré d'une véritable mixture de terre, de sang, de chardon de bois et de débris osseux, et que le sol de la crypte principale était recouvert d'une grande quantité de terreau fin, mou, onctueux, sur lequel apparaissaient ou dans lequel étaient enfouis différents objets, des haches, des pendelopes, des fragments de silex, etc. Donc c'est un petit peu différent. Ils n'ont pas retrouvé un corps, ils ont retrouvé une sorte de mixture de différents matériaux, de terre, de cendres, de boue, voilà, et de débris osseux. Mais voilà, des débris osseux qui sont pas forcément référencés, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est des débris osseux humains? On n'en sait rien. En effet, dans certains monuments similaires, comme le tumulus du Moustoir ou le Manélude, on a découvert des débris d'ossements qui s'avéraient être des débris d'animaux, notamment des chevaux. Donc, quand on trouve des débris osseux, et ben, voilà, dire que c'est directement une sépulture humaine, c'est aller un peu vite en besogne. Donc voilà ce qu'on a retrouvé en fait, hein. Donc il y a une petite tentative là ici de déformer la réalité de ce qui a été découvert pour continuer de faire croire que les monuments comme celui-ci, les dolmens ou les tumulus, ne sont que des tombeaux. Il se trouve qu'il y a un autre dolmen qui a été découvert dans les années 1990, c'est le tumulus du Petit Mont. Et dans ce gros tumulus, il y avait plusieurs dolmens qui étaient connus à l'intérieur. Et il y en a un qui a été découvert dans les années 90. Et il avait été inviolé depuis plusieurs millénaires. Et probablement, il n'avait pas été ouvert depuis sa création, d'après ce qu'on m'a dit sur place, puisque lorsque j'ai fait la visite, il y avait un jeune étudiant qui faisait des visites pendant l'été. Et donc, c'est un étudiant qui est formé justement par les gens qu'on voit dans ce film, notamment. Et donc, du coup, je lui ai demandé, est-ce qu'on a vraiment retrouvé le corps de ce fameux roi supposé, ou ce chef qui s'est fait construire ce tombeau? Et il m'a répondu, non, non, on l'a pas retrouvé, on a retrouvé par contre le mobilier funéraire, donc on est sûr que c'était ça. Et je dis, mais pourquoi on n'a rien retrouvé? Eh bien parce que le granit a dissous les corps, quoi. Comme la Bretagne est une terre granitique, les corps sont tous dissous, on n'en retrouve pas. Hein, hein. Étonnant, n'est-ce pas? Parce que dans le tumulus Saint-Michel, on retrouve pourtant des débris osseux. Ils n'ont pas été dissous, c'est curieux. Très curieux. De plus, souvent, ces archéologues affirment que les menhirs ne sont pas non plus des pierres tombales, puisqu'on n'a pas retrouvé de débris osseux au pied. Mais, enfin, puisque la Bretagne est une terre granitique, pourquoi vous en retrouveriez? Vous voyez bien les contradictions profondes qu'il y a ici. Euh, Alors, il y a parfois des tumulus et des dolmens dans lesquels on retrouve des corps. Ça arrive, mais c'est loin d'être systématique. Le tumulus du Mané Herweg, par exemple, était également vide. On a juste retrouvé des haches en jadéite et des objets, des bracelets en pierre qui étaient entreposés dans la diagonale. On n'a pas retrouvé de corps au milieu de ce monument non plus. Hein, donc, si vous voulez conclure, parce qu'on retrouve parfois, mais très rarement, très très rarement, un corps dans les dolmens ou les tumulus, que ce sont uniquement des monuments à fonction funéraire, c'est allé un peu vite en besogne, hein. D'un point de vue statistique, on en retrouve tellement peu, c'est tellement rare, y compris sur des monuments qui n'ont jamais été entrouverts, hein, que on peut vraiment se poser des questions. Non, il n'y avait pas de corps allongé dans le tumulus Saint-Michel. Seulement de la terre, des cendres, des haches, pendelopes et quelques débris osseux carbonisés dont on ne connaît pas la nature animale ou humaine. Prenons un autre exemple concret pour montrer la profonde contradiction qu'il y a. On sait que les dolmens sont très souvent orientés sur des phénomènes solaires, parfois lunaires, de levée notamment au moment des solstices et des équinoxes. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Parfois, au moment des solstices et équinoxes, la lumière du soleil ne rentre pas à l'intérieur du dolmen. Mais, au prétexte que ce n'est pas tout le temps le cas, si vous refusez l'idée même que les dolmens pourraient avoir des relations astronomiques, dans ce cas-là, vous devez également refuser l'idée que les dolmens sont les tombeaux puisqu'on ne retrouve pas souvent des corps à l'intérieur. Voilà. Donc si vous voulez, il y a une contradiction de nouveau profonde. Et en France, je trouve que l'objectif de l'archéologie sur ces monuments est de dire ce sont des dolmens, point. Ce qui est une vision un petit peu réductrice.
Tenez, je vous propose juste un petit exemple que je vais illustrer avec quelques tumulus majeurs qu'on trouve en Bretagne, le tumulus Saint-Michel, celui du Petit-Mont, celui de Tumiac et celui de Kercado. 4 monuments majeurs absolument incontournables. Je vais vous montrer quelque chose de simple qui ne nécessite pas de connaissances en géométrie au premier abord. Voilà, donc ici on est au-dessus du tumulus Saint-Michel dans lequel se trouvait à l'instant M. Chagnot en train de nous expliquer qu'à l'intérieur ils ont découvert un corps, alors qu'en fait c'est pas vrai. Ils ont découvert des débris osseux sans savoir ce que c'était. Et donc, en fait, vous allez voir que ce tumulus Saint-Michel, ici, si je trace une ligne jusqu'au tumulus du Petit-Mont, qui est un autre tumulus gigantesque, qui se trouve ici, dans lequel on a ouvert un dolmen dans les années 90, qu'on a découvert à l'intérieur, et qui était vide, eh bien, il y a ici un autre tumulus à côté, qui est pareil, un des plus grands de la région, le tumulus de Tumiac, qu'on voit dans le film également de nombreuses reprises, et puis celui de Kercado, qui est également un des plus anciens de la région, probablement contemporain du tumulus Saint-Michel, donc qui est caché un peu par les arbres. Bon, tous ces monuments, qui sont les tumulus dolmens, eh bien, si vous tracez une ligne entre le tumulus Saint-Michel et Petit-Mont, une autre entre Kercado et Tumiac, vous observez tout simplement que ces deux lignes sont parallèles. Ça ne nécessite pas de géométrie, c'est une observation visuelle qui se vérifie par la mesure. Ces deux lignes sont parallèles avec une précision de l'ordre de 0,05 degrés. C'est-à-dire que si vous prenez un rapporteur, vous prenez 1 degré, c'est déjà pas beaucoup, et vous le divisez par 20, et voilà le niveau de précision sur une distance de près de 15 à 20 km. Tout de même étonnant. Tout de même très étonnant. Alors vous allez dire, oui, mais il y a d'autres tumulus dans la région. Il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein. Il y a le tumulus de Gavrinis, il y a le tumulus dolmen de Locmariaquer à côté du Grand Menhir brisé. Il y a le Manélude, il y a le Mané-Arwec, mais il n'y en a pas 50 000. Et je pourrais également vous montrer des relations qu'il y a entre ces monuments, qui sont d'ordre géométrique ou orientés sur les axes cardinaux. Mais là, j'ai choisi celle-ci parce que c'est très visuel et que ça ne demande pas d'avoir des connaissances en géométrie, en trigonométrie. Visuellement, nous avons deux lignes parallèles. Et vraiment, si vous êtes expert, eh bien, faites le calcul de probabilité avec le nombre de tumulus dolmens qui restent dans ce secteur-là. Eh bien, faites le calcul de probabilité de voir comme ça deux lignes qui sont parallèles avec ce degré de précision. Je vous mets au défi de faire le calcul de probabilité. Je pense que c'est pas extrêmement compliqué. Il y a des ingénieurs comme Laurent Lescope qui, je suis certain qu'il est capable de le faire. Voilà. Mais alors, je vais vous montrer tout de même quel est l'angle, tout de même, c'est intéressant. Donc on va mesurer l'angle depuis le tumulus de Petit-Mont jusqu'au tumulus du Mont Saint-Michel. Tac. Donc je me rends au tumulus du Mont Saint-Michel. Hop. Et je viens à l'endroit où se trouve la chambre du dolmen qui se trouve là, ici. Si on fait un trou ici, vous rentrez là, directement dans la chambre du tumulus Saint-Michel. Eh bien, l'angle ici, c'est 293,96. Ça, il faut donc retirer les 270 degrés, puisqu'en fait, on est parti du nord, et puis on va tourner, tac, 270 degrés, et puis ensuite, on a 23 degrés 96 en plus. Eh bien, ces 23 degrés 96, ce serait l'angle d'une figure géométrique qui serait un rectangle, dont les proportions seraient 4 sur le côté nord-sud, donc autrement dit, on descend de 4, et 9 sur le côté est-ouest. Et donc, avec cette grille-là, donc de 4 par 9, on est parfaitement calé sur les axes cardinaux, et c'est une façon de produire des tracés géométriques et de faire de l'arpentage sur des longues distances. Donc, non seulement ici, on a mis de droite, enfin, on a une ligne qui forme une autre parallèle ici, mais en plus, on a de la géométrie qui est cachée.
on s'est rendu compte que cet arc s'interrompait ici et reprenait là. Alors que, par exemple, ici, pour ces arcs concentriques, le graveur avait fait un tracé continu. Pourquoi avait-il choisi cette interruption? Eh bien, on s'est dit, puisqu'il y a un axe imaginaire de symétrie qui passe par ces demi-arcs, si l'on rabat les deux objets, qu'est-ce que ça donne? En rabattant ces ensembles, on trouve la solution, puisqu'à ce moment-là, on retrouve l'image conventionnelle de l'embarcation avec équipage. Plusieurs tombes morbihanaises reproduisent ce motif, et à l'échelle européenne, c'est un motif assez classique. Waouh, les bras m'en tombent, hein. Vraiment, là, je veux dire, c'est Serge Cassène quand même, c'est une référence, quoi. C'est un gars qui a fait des tas de publications, qui est le grand expert local. Enfin, il est là-haut, quoi, normalement, hein, Serge Cassène. Et là, il nous sort une espèce d'explication. Mais franchement, mais qui peut croire ça? Enfin, où sont les preuves, quoi? C'est une interprétation complètement farfelue, ce qu'il nous fait là. On n'en sait rien. On n'en sait rien du tout, ce que c'est en réalité. Voilà, il y a un trait avec des petites bouts de bois debout, quoi, des traits au-dessus, et hop, ça y est, c'est une embarcation. Waouh! Bon, bref, il y fait d'autres interprétations comme ça, mais franchement, on nous prend pour des imbéciles, quoi, avec ce genre de présentation. On distingue bien quand même la queue de l'animal ici, cette espèce de crochet qui vient ici, qui se prolonge comme ça. C'est exactement la queue, avec le corps en oblique ici, qui se rattache à la queue. Et pour finir, la troisième unité graphique, c'est la tête, qui s'inscrit encore dans un carré, ici. Et enfin, au-dessus, quatrième unité graphique, le souffle, un cétacé, qui est interrompu par cette grande cassure qui s'est formée lors de la chute du monolithe. Cette figure a été longtemps interprétée comme une hache charrue, en tant qu'elle pouvait représenter le monde néolithique, le monde des agriculteurs, le monde domestique, tranquille et pacifique. Mais finalement, elle ne ressemblait ni à une hache, ni à une charrue. À mes yeux, c'était plutôt du côté de l'environnement marin qu'il fallait chercher, et on a là quelque chose qui peut représenter un cétacé soufflant quand il arrive en surface. Et plus qu'un cétacé encore, avec une tête quadrangulaire comme celle-là. Si vous voulez, il a l'air très cultivé, Serge Cassène. C'est quelqu'un qui a l'air gentil, qui a l'air très doux. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, il est un peu tout seul avec ses amis archéologues, là, son petit groupe là, du côté de Nantes. Ils sont en train de bosser en vase clos, j'ai l'impression. Et ils sont en train de nous sortir une sorte d'interprétation, comme d'autres qui les réalisent. Vraiment, on sent qu'il n'y a aucune interaction avec l'extérieur. Ils sont en vase clos. Voilà. Pour eux, c'est un cachalot. Quand même, et puis vous remarquez aussi une chose, on appuie tout ça avec un langage un petit peu soutenu. On ne parle pas d'un dessin ou de partie d'un dessin. On dit non, vous avez ici la première unité graphique, la seconde unité graphique, et ainsi de suite. Je veux dire, moi ici à l'université, j'ai eu des profs qui nous parlaient comme ça, avec des termes un peu pompeux. Pour vous donner un exemple, pour qualifier un ballon, ils disaient un référentiel bondissant, en basketball, hein. Et je vous donne en mille le panier, le référentiel récepteur. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose de typique qu'on retrouve à l'université pour expliquer des choses simples. On va utiliser une sorte de jargon un peu compliqué qui donne un peu l'impression que c'est sérieux quand même, que c'est hyper réfléchi tout ça. Mais voilà, il ne faut pas se laisser leurrer par ça. C'est qu'un effet de langage. Mais tout de même, regardez un petit peu cette figure-là qui nous est présentée comme un cachalot. Il y en a d'autres, des figures comme ça, qui sont dessinées de la même manière dans le tumulus de Kercado. Vous allez voir, je vous montre les images. Ça n'a quand même rien à voir avec un cachalot. Est-ce que ça serait pas autre chose qu'un cachalot? Je sais pas. J'ai pas creusé vraiment la question. Je sais que Howard Crevast a fait une conférence dessus. Il explique des éléments. Il montre que ces dessins euh, sont construits avec un système géométrique. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu complexe à essayer d'interpréter ça, mais vouloir nous faire passer ça comme une vérité crue, c'est un cachalot. Waouh, faut quand même pas exagérer. Ils étaient certainement ponctués d'habitations similaires à nos fermes du Moyen Âge. Chez les agropasteurs, la construction d'une habitation en bois
est le fruit d'un savoir que les hommes se transmettent de génération en génération. Ainsi, les archéologues supposent que les poteaux de fondation et la charpente étaient le plus souvent ligaturés entre eux. Pour la couverture, l'emploi du chaume était de loin le plus répandu. Dans ce type d'habitat d'une quarantaine de mètres de longueur, les chercheurs estiment qu'une vingtaine de personnes devaient y vivre. Aujourd'hui à Karnak, il ne reste rien de ces habitations faites de bois et de torchis reconstituées par les chercheurs. Vous avez entendu? Il ne reste rien de ces habitations. Et pourtant, ils ont reconstitué quelque chose à partir de rien. Quand même. C'est un petit peu poussé ça aussi, hein. Et en fait, je trouve que c'est un des gros problèmes de ce genre de film, c'est que parfois on nous assène des trucs, mais alors sans la moindre preuve. Alors, il existe des villages néolithiques bâtis par des peuples mégalithiques. Il y en a très peu. Il y en a un qui se trouve sur l'île des Orcades. Et sur l'île des Orcades, eh bien, ces villages, j'en ai visité, ils s'appellent Scarabray, par exemple. Eh bien, ça n'a rien à voir avec ce qui est présenté là. Ce sont des constructions en pierre sèche, empilées, donc c'est super chouette à voir, c'est vraiment à découvrir. Alors peut-être qu'à cet endroit-là, il n'y avait pas d'arbres. C'est possible qu'aux Orcades, il n'y avait pas assez de bois pour faire des constructions. Enfin, de la terre, du torchis, il y en a. De quoi faire des toits avec de la paille ou de l'herbe, c'était possible aussi, les toits de chaume. Mais voilà, c'est pas ce qui a été employé, ce sont des constructions en pierre sèche, y compris le toit. Bon, bref, vraiment, c'est dommage qu'on nous présente des trucs, puis juste après, on nous explique, mais en fait, on n'a rien retrouvé, quoi. Qu'est-ce que on peut apprendre dans un film comme ça? Je veux dire, les gens qui sont pas du tout informés sur le sujet, qu'est-ce qu'ils ont appris? Les seules choses intéressantes qu'ils ont pu apprendre, éventuellement, c'est que il y avait des haches en jadéite, des pierres polies qui étaient fabriquées, qui étaient d'un très très haut niveau de finition. Et ça circulait sur des très longs territoires, sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Donc ça, c'est la partie intéressante qui est présentée en début de film. C'est la partie intéressante où effectivement, il montre que à cette époque-là, on pouvait avoir des échanges sur des distances considérables. Alors, ça serait bien de dire que ce sont des échanges, par exemple, sans monnaie, puisque visiblement, il n'y a pas de monnaie à notre connaissance. Donc voilà, pour moi, c'est la principale information qui arrive, qui est importante, c'est celle-ci. Après, le reste, ce sont que des spéculations, des effets, voilà, où on montre éventuellement comment on tire un mégalithe, où on montre comment on grave un mégalithe. Tout ça, c'est secondaire en réalité. Hein, c'est ce que j'ai expliqué l'autre fois. C'est comme si vous aviez un livre et puis qu'on essaie de vous expliquer, voilà, on a trouvé un livre, voici comment on fabrique le livre, voici comment on écrit les lettres, voilà, etc. Ok, mais voilà, mais concrètement, ça veut dire quoi ce livre? Et ce travail-là n'est pas du tout fait. Et le mot astronomie est totalement boycotté dans ce film. Alors qu'il y a des dizaines, voire des centaines de publications de scientifiques qui parlent d'astronomie dans les mégalithes. Hein, et qui tentent de comprendre quel lien il y a entre ces monuments et les phénomènes solaires, lunaires, voire plus. Hein. Et puis bien sûr, il y a une approche que nous sommes quelques-uns à avoir, c'est l'approche astrogéométrique, c'est-à-dire de relier l'astronomie effectivement à des principes géométriques pour implanter ces monuments. Et d'ailleurs, vous avez vu, le quadrilatère de Krukenau n'est pas évoqué dans ce film, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc vraiment, c'est un film de très mauvaise qualité. Hein, donc, et j'ai l'impression vraiment que ces archéologues sont en train de bosser en vase clos entre eux, et ils se congratulent entre eux, ils se maintiennent entre eux dans une vision de ce que sont ces monuments. Alors en revanche, ils font un bon travail d'exploration, puisqu'ils vont passer du temps à fouiller, à creuser, à découvrir, à restaurer. Ils trouvent plein de choses, ils font un certain travail qui est très bon. En revanche, sur la partie interprétation et compréhension, ils sont totalement à côté de la plaque. Hein, ils font des choses très bien, et puis il y a des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Donc voilà, c'est un film un peu décevant, évidemment. Mais bon, il fallait pas s'attendre à mieux, honnêtement, sur France 5. Voilà.
Voilà ce que j'en ai pensé de ce film passionnant. Moi, je vous invite à effectivement à faire vos commentaires à France 5 et dire vraiment vous êtes déçus par ce film-là, le fait qu'on ne parle pas du tout d'astronomie, qu'on ne parle pas du tout de la façon dont ces monuments ont été implantés les uns par rapport aux autres, alors que c'est fondamental, ça révèle des connaissances étonnantes. Tenez par exemple l'axe que je vous ai montré entre le tumulus Saint-Michel et le tumulus du Petit-Mont. Eh bien, à l'époque où tout ça a été construit, c'était un axe où le soleil pouvait se coucher autour du 1er mai et du 15 août. Ben, c'est quand même drôle, parce que le 1er mai, c'est une fête celte, le 15 août, c'est une fête chrétienne. En fait, ça renvoie à des fêtes qui ont traversé le temps, c'est-à-dire que, quelque part, le 1er mai était déjà fêté entre le tumulus Saint-Michel et le tumulus du Petit-Mont, qui sont deux des plus gros monuments mégalithiques de la Bretagne. Donc ça, c'est quand même pas banal. Ça serait intéressant à expliquer. Waouh, c'est curieux quand même, hein. Enfin voilà, vous aurez compris mon propos. Je vous laisse avec la bande-annonce du film Mégalithe, Un monde oublié, de Howard Crowhurst. Donc un film que j'ai soutenu depuis le début. Et pour l'avoir vu, je peux vous dire que c'est un contenu beaucoup plus intéressant et qui est fait pour un large public. Donc les tournées vont démarrer en 2022, donc soyez attentifs. Il y en aura un petit peu partout en France. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous passés de ça à ça? Le temps d'un clin d'œil sur l'échelle cosmique, l'être humain a quitté sa mère nature avec qui il vivait depuis des millions d'années pour vivre dans un monde carré. Il a troqué l'espace circulaire céleste pour l'angle droit terrestre. Les premières constructions monumentales de l'humanité marquent ce passage. Les mégalithes, gigantesques blocs de pierre verticalisés, tranchant sur l'horizontale. Isolés, en alignement, disposés en rond ou en carré, ils apparaissent par milliers dans le monde entier, témoins quasi indestructibles d'un temps oublié. Aucun récit, aucune histoire nous reste de cette transition fondamentale. Seules les pierres ont traversé cette amnésie collective. Et aujourd'hui, grâce aux satellites, aux GPS, aux rayons laser, aux ordinateurs et aux travaux de quelques chercheurs indépendants, elles commencent à livrer leur histoire. Ce qu'elles racontent est tellement extraordinaire, tellement incroyable, que nous allons avoir beaucoup de mal à l'accepter. Ces vestiges issus de la nuit des temps vont transformer la vision que nous avons de nous-mêmes, de qui nous sommes. Êtes-vous prêts ?